Marie-Rose Moreau est pédopsychiatre, elle est chef de service de la maison de Solène, la maison des adolescents. Vous êtes aussi professeur de psychologie à l'université Paris-Descartes. Votre dernier ouvrage, c'est Le bien-être et santé des jeunes, chez Odile Jacob. Et on sait que vous avez une formation en ethnopsychanalyse et en ethnopsychiatrie. Voilà. Aujourd'hui, vous nous présentez Transgresser pour agir. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, merci infiniment Vincent et merci de cette belle invitation sur ce thème qui est un thème important. Alors moi qui m'occupe des adolescents, d'ailleurs dans la suite de Rémi Salomon, je suis chef de service à la PHP, donc à l'hôpital Cochin, et cette question de la transgression, j'aurais pu l'appliquer aux adolescents que je vois tous les jours et qui sont des virtuoses de la transgression, et c'est tant mieux. Mais en réalité, la réflexion que je vous propose est plutôt basée et plutôt porte sur la question des migrants et de leurs enfants, et sur la question transculturelle, comme on l'appelle dans notre milieu, c'est-à-dire la rencontre avec des patients qui viennent d'ailleurs et leurs enfants. Et pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que dans cette rencontre avec les migrants, dans cette rencontre avec leurs enfants également, il a fallu faire tout au long depuis les années 50, tout au long donc de la fin du XXe siècle et ce début du XXIe siècle, toute une série de transgressions pour mieux rencontrer ces migrants et leurs enfants, pour pouvoir au fond exercer avec eux notre art et notre mission et notre responsabilité, qui est de les accueillir et de les soigner quand c'est nécessaire. Donc en fait, je vais essayer de faire ce parcours, mais quelles sont ces transgressions? Voilà, et de montrer quelles sont les transgressions. Mais avant qu'on soit bien, puisque je vais parler d'exil et de migration et d'enracinement dans des nouveaux lieux, je voudrais juste prendre deux petites vignettes. Une première vignette qui est littéraire. Hier soir, j'écoutais ce que sur France Culture on appelle une conversation mondiale, et j'ai entendu une écrivaine qui s'appelle Kim Lee et qui est d'origine vietnamienne et qui vit au Canada, et qui parlait de l'exil. Et je me suis dit, c'est de ça dont je vais parler demain, et c'est de ça dont je voudrais qu'on se rende bien compte. Pourquoi il faut transgresser pour permettre que ces récits et que ces rencontres se fassent. Alors, Kim Lee, elle parle du moment où elle a quitté le Vietnam. Et elle dit, elle a quitté pour aller dans un camp de réfugiés par obligation avec sa famille. Elle avait autour de 10 ans. Et alors elle dit, l'image que j'ai en tête est une jeune plante déracinée, mais transportée dans un petit pot avec assez de terre et d'eau pour continuer à survivre malgré les conditions difficiles d'un camp de réfugiés, puisque le quotidien était rempli d'épreuves, personne n'avait le temps de pleurer son passé. Donc en fait, c'est elle, dans la littérature, comme les patients dans leurs récits, vont essayer de nous rendre compte, quand c'est nécessaire, quand c'est douloureux, quand il y a des blessures, de ce qui s'est passé et de comment leur souffrance d'aujourd'hui s'inscrit dans cette histoire. Alors j'ai pris l'histoire, une petite note littéraire, j'aurais pu prendre une note clinique, parce que les patients aussi, ce sont des poètes, justement, quand ils cherchent et ils trouvent leurs mots pour dire ce qui leur fait mal. J'aurais pu prendre, par exemple, les paroles du jeune Massoud. Massoud, c'est un enfant afghan qui, dans un premier temps, sa famille, au moment de la guerre en Afghanistan, a dû partir en Iran se réfugier, les hommes de la famille ayant été quasiment tous tués. Et donc, ils sont partis en Iran. Lui a grandi en Iran.
C'était un bébé lorsqu'il a quitté l'Afghanistan. Ensuite, il a grandi en Iran et il était tellement brillant. Et sa mère l'aimait tant. Et la communauté autour de lui imaginait que cet enfant était capable de grandes choses. Et un jour, on lui a dit, écoute, tu vas partir avec ton cousin, tu vas aller vers l'Europe. Et là, tu vas faire ta vie et tu vas faire de grandes choses. Alors, ce garçon est parti avec son cousin. Sur le chemin, le cousin est mort il est en Allemagne. Et quand il est arrivé en France, il est arrivé seul, après avoir vécu des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, nous qui n'avons pas dû faire ces aventures, en tout cas qui n'avons pas été mis dans cette situation de traverser le monde pour advenir. Et donc, Massoud arrive en France, et lorsqu'il arrive en France, il perd l'envie de vivre. Il perd l'envie de vivre parce que d'abord, il a quitté ses parents, enfin sa mère et sa famille, et puis il a perdu son cousin, et il a le sentiment de ne pas avoir agi comme un être humain capable, digne, parce que au fond, il a abandonné, quoi. Il ne sait pas ce qui s'est passé pour lui. Et donc Massoud, à ce moment-là, il perd l'envie de vivre, et c'est dans ces circonstances-là que je le rencontre et qu'il me parle de la nécessité de retrouver des ingrédients pour se sentir humain malgré tout. Il a le sentiment que sa mère, par exemple, ne pourra plus le bénir, ne pourra plus le protéger, tellement il a fait des choses négatives, en particulier abandonner son cousin. Et donc on fait un travail à ce moment-là qui va lui permettre de retrouver cet élan vital. Alors, à partir de ces deux petits exemples, ce que je voulais dire, c'est pourquoi faut-il transgresser ? Pour pouvoir agir, pour pouvoir rencontrer ce Massoud, comme des tas d'autres migrants et leurs enfants, pour pouvoir établir avec eux une vraie relation, pour pouvoir être efficace, c'est-à-dire par exemple chez Massoud, lui redonner son envie de vivre, son envie, sa capacité à être un garçon et à être un homme. Quelles sont les différentes transgressions que l'on doit faire pour que le cadre, les outils, les modalités de rencontre soient efficaces. Alors la première, c'est la langue. Donc, introduire dans nos dispositifs de soins des traducteurs, voire des médiateurs. Alors, eh bien, ça a l'air de rien, ça a une évidence. Lorsque je rencontre quelqu'un et lorsque je lui propose une aide psychologique, c'est évident qu'il faut pouvoir se parler. Et avec les nuances, et avec le présent, le passé, le futur, et avec les connotations de la langue. Puis notre langue, c'est ce qui nous permet de créer des univers, c'est ce qui nous permet d'agir. Eh bien, cette simple idée de mettre un traducteur dans un dispositif, c'est encore aujourd'hui révolutionnaire. Pourquoi ? D'abord, premièrement, parce que la relation, nous les psys, mais c'est vrai aussi pour les médecins, d'une manière générale, ou les travailleurs sociaux, il y a l'idée que la relation, elle est duelle. C'est toi et moi, et on ferme la porte. Le nous n'existe pas. Rémi parlait de l'importance du nous, mais en fait, le nous, il existe très peu. On a l'impression qu'au contraire, si on n'est pas l'un à côté de l'autre, et on ferme la porte, c'est-à-dire si le groupe n'existe pas, c'est une condition de notre travail. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Mettre un traducteur dans notre dispositif, quel qu'il soit, c'est une manière de respecter l'autre. C'est une manière de faire en sorte qu'on soit égaux. On peut se parler. Et on peut se parler dans tous les niveaux de la langue. Sauf que mais non, comment veux-tu faire de la psychothérapie ? Comment veux-tu faire de la psychanalyse avec un traducteur ? Comment veux-tu faire une rencontre ? Parce que la langue est
essentiel, parce que la langue, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais évidemment, dès qu'il y a un traducteur, on n'est plus deux, on est trois, et en plus, ce traducteur, il représente le nous. Il représente le nous, et le nous qui appartient au patient. Donc, mine de rien, alors se battre comme un fou, comme une folle, pour pouvoir avoir des traducteurs. Dans toutes les langues, même le créole, même les créoles. Les créoles, c'est des langues. On me dit, mais t'as pas besoin, il parle un peu. Alors quoi? Je vais faire de la médecine vétérinaire? Il va me dire, oui, non. Comment? Ça, c'est pas de la thérapie. Donc la langue, évidente. Deuxièmement, et on revient au nous. Parfois, pour pouvoir dire le jeu, il faut un groupe. Parce que la relation duel, je viens de le dire, elle n'est pas évidente. Elle est pour nous dans notre culture. Mais parfois, il faut un groupe qui va nous permettre d'accéder au jeu. C'est parce que je suis en sécurité dans un groupe que je vais pouvoir dire oui, moi, Massoud, j'ai vraiment vécu des choses vraiment très très difficiles. Et voilà ce qui m'est arrivé. Et voilà ce que j'aimerais pouvoir trouver. Et voilà les mots et voilà les contradictions. Je me sens pas digne d'être ici avec vous parce que j'ai pas enterré mon cousin comme j'aurais dû le faire. Je ne connaissais pas les prières, je ne savais pas comment je devais faire. Et puis j'avais peur parce que j'étais dans une situation illégale. Donc le groupe, deuxième transgression. Alors ça, faire de la thérapie en groupe. Faire de la psychanalyse en groupe. Mon Dieu, quelle transgression, alors que c'est d'une évidence, c'est simplement des modifications de dispositifs pour pouvoir faire son travail. Et puis ensuite, parler de quoi? Parler comment? Poser des questions. Souvent, c'est vécu de manière extrêmement violente, impudique, impolie, les questions. Donc, il faut donc modifier à ce moment-là. Il faut faire des modalités de co-construction de récits qui vont permettre qu'émerge quelque chose. Par exemple, si je cherche quelque chose en rapport avec le fait que les rituels de mort n'ont pas, les rituels de deuil et les rituels d'enterrement n'ont pas été faits pour ce garçon dans l'histoire de Massoud, pour le cousin, plutôt que de poser des questions, je vais dire, je sais que à tel endroit, où je sais que d'une manière générale, enterrer les morts, c'est très important, où il y a des manières de faire dignes. En disant des choses comme ça, je reconnais la légitimité de ce que l'autre pense, de ce dont il a besoin. Et alors, je ne pose pas de questions, mais je construis un récit. Dernier élément de transgression qui est au fond de ne pas accepter les dictates mais de les réinventer, de réinventer des nouvelles manières, c'est d'utiliser tous les ingrédients à ma disposition. Je prenais dans l'exemple de Massoud, par exemple, raconter les rituels de comment on enterre dignement, ou alors comment on garde un lien avec les morts une fois qu'ils sont morts. Quelle est la place des ancêtres, mais pas sous forme de questions, sous forme de récits, sous forme de mythes, sous forme de rites. Donc là, finalement, pourquoi je transgresse encore une fois? Parce que je fais rentrer dans la technique, dans la rencontre, dans la vie, je fais rentrer des choses qui n'ont rien à voir avec la clinique. C'est de l'anthropologie, c'est de la linguistique, c'est de l'histoire. Et tous ces éléments-là sont des éléments qui sont extrêmement importants parce que d'abord, ils appartiennent aux patients et puis ils permettent que la relation se fasse. Donc, j'ai pris ces 4 exemples. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est ces sortes de transgressions théoriques, de transgressions méthodologiques, de transgressions techniques, mais qui, au fond, il faut les faire avec joie et avec courage, mais avec détermination. Parce que ces transgressions, qui sont des transgressions nécessaires, qui en plus apparaissent la plupart du temps ensuite comme des nouvelles manières de faire, des nouvelles réflexions. Mais sur le moment et dans la communauté, et on passe pour des psychothérapeutes, disons, en marge.
hein, eh bien, assumons cette clinique des marges, assumons cette marginalité et assumons le fait que transgresser, c'est créer. Merci beaucoup, Marie-Rose. En tant que psy qui travaille beaucoup avec les borderline, je souscris absolument à tes propositions.